Le texto de maman est arrivé à 9 h, un samedi matin. Gala de charité ce soir. Hôtel Grand Méridien. Besoin d'aide au vestiaire. Sois là à 17 h. Ne sois pas en retard. Pas une invitation. Une convocation pour du travail. Je fixais le message, assise dans mon bureau à la Fondation pour l'excellence de l'éducation en Californie, l'organisation de 2,1 milliards d'euros que j'avais bâtie à partir de rien, au cours des 8 dernières années. Mon bureau avait des fenêtres allant du sol au plafond, avec vue sur le centre-ville de Los Angeles. Sur mon bureau se trouvaient 3 récompenses, rien que pour le mois dernier. Et ma mère voulait que je m'occupe des manteaux. Mon assistante, Jennifer, a frappé. Directrice Chine. Le bureau du gouverneur a appelé. Il souhaite confirmer votre présence au gala de ce soir. J'ai levé les yeux. Quel gala? La collecte de fonds pour l'éducation au Grand Méridien. Il prononce le discours d'ouverture, et souhaite vous remercier personnellement pour le partenariat de la Fondation sur l'initiative d'alphabétisation. Bien sûr. Le gala de charité de maman était le même événement où le gouverneur Martinez annonçait notre programme conjoint d'alphabétisation de 500 millions d'euros, le programme que j'avais passé 6 mois à concevoir. Le programme qui fournirait des livres et du tutorat à 200 000 enfants défavorisés à travers la Californie. Dites au bureau du gouverneur que je serai là, ai-je dit. Jennifer a hésité. Vous allez bien? Vous avez l'air préoccupé. Juste des histoires de famille. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Pas à moins que vous ne vouliez vous occuper du vestiaire à un gala de charité. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Je suis Naomi Chin, deuxième fille de Richard et Suzanne Chin. Ma sœur aînée, Michelle, était tout ce qu'il désirait. Obéissante, conventionnelle, mariée à un dentiste à 24 ans, produisant des petits-enfants selon le calendrier prévu. J'étais tout ce qu'il craignait, pleine d'opinions, ambitieuse, célibataire à 36 ans, sans enfant par choix. Maman présentait Michelle comme ma fille qui a réussi. Moi, elle me présentait comme mon autre fille, ou parfois simplement amie. Le schéma a commencé très tôt. Michelle a eu des leçons de piano. On m'a dit qu'un seul enfant en cours suffisait. Michelle a eu une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai eu droit à un sermon sur le fait de gagner mon propre argent. Les études de Michelle ont été entièrement financées. J'ai eu des prêts et 3 emplois à temps partiel. Tu es si indépendante, disait maman, comme si c'était un trait de caractère plutôt qu'un abandon. Quand j'ai obtenu mon diplôme de Stanford en politique publique, la réponse de papa a été « c'est bien ». Michelle vient d'avoir son 2e bébé. Quand j'ai obtenu ma maîtrise en administration de l'éducation à Harvard, maman a dit « tu as combien de dettes maintenant ?» Le mari de Michelle vient de lui acheter une nouvelle maison. Quand je suis devenue la plus jeune directrice du département de l'éducation de Californie à 28 ans, ils m'ont demandé si j'avais une assurance maladie. Quand j'ai démissionné pour lancer la Fondation pour l'excellence de l'éducation en Californie, grâce à une subvention de 50 millions d'euros d'un milliardaire de la tech, maman a dit « les organisations à but non lucratif ne gagnent pas vraiment d'argent. Quand vas-tu trouver un emploi stable ?» La Fondation a grandi. Première année, un budget de 50 millions d'euros. Deuxième année, 200 millions. Troisième année, 500 millions. L'année dernière, 2,1 milliards d'euros d'actifs et de programmes gérés. Nous avons financé 3000 écoles, formé 15 000 enseignants, fourni des bourses à 50 000 étudiants, et mis en place des programmes d'alphabétisation dans 200 districts. Notre travail a été présenté dans le New York Times, le Wall Street Journal, et Education Weekly. Le gouverneur Martinez m'appelait personnellement pour des consultations sur la politique éducative. Le secrétaire à l'éducation des États-Unis m'avait dans ses contacts directs. J'avais été nommé l'une des 30 de moins de 30 ans de Forbes dans le domaine de l'éducation, puis l'une des 40 de moins de 40 ans pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif. La réponse de ma mère à tout cela. C'est bien. L'aîné de Michelle vient d'être inscrit au tableau d'honneur. L'œuvre caritative de maman était son identité. Elle siégeait au conseil d'administration de la Société philanthropique des femmes du Grand Los Angeles, un groupe de femmes riches qui organisait des galas, prenait des photos, et donnait juste assez d'argent pour que leur nom figure sur des plaques. Sa plus grande fierté était d'avoir été nommée bénévole de l'année, 3 ans de suite. Peu importe que son bénévolat consiste à planifier des fêtes et à passer des appels téléphoniques. Peu importe que le travail réel la rédaction de subventions,
le développement de programmes, l'évaluation de l'impact soit effectuée par du personnel rémunéré qu'elle n'a jamais reconnu. Maman vivait pour les galas, les robes, les photos dans les pages mondaines, la validation d'autres femmes riches. Michel était son accessoire parfait, belle, mariée, et humble comme il se doit au sujet du succès de son mari dentiste. J'étais l'embarras, célibataire, trop éduqué, trop accompli d'une manière qui mettait maman mal à l'aise. Tu intimides les gens, m'a-t-elle dit une fois. Tu devrais être plus comme Michel. Les hommes n'aiment pas les femmes qui réussissent trop. Je n'essaie pas d'attirer des hommes qui sont intimidés par le succès, avais-je répondu. C'est pour ça que tu es seule. Je n'étais pas seule. J'étais sélective. Il y a une différence. Le texto était suivi de 3 autres messages. Porte quelque chose d'approprié. Rien de trop voyant. On a besoin de quelqu'un de fiable au vestiaire. Tu es doué pour ce genre de travail. Le gouverneur Martinez sera là. Ne mets pas la famille dans l'embarras. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli envoyer un refus poli et laisser maman se débrouiller. Mais le gouverneur Martinez comptait sur ma présence. Nous avions planifié l'annonce ensemble. L'initiative d'alphabétisation était mon projet, ma conception, ma stratégie de mise en œuvre, le travail de mon équipe. Je suis arrivé au Grand Méridien à 16h45, en avance, car des années de dressage familial m'avaient appris qu'être en retard leur donnait des munitions. La salle de bal était spectaculaire, des lustres en cristal, des tables dressées avec de la porcelaine à bord doré, une scène avec un éclairage professionnel et le sceau de l'État. Maman était près de l'entrée, dirigeant le personnel comme un général commandant ses troupes. Elle m'a vu et a froncé les sourcils. Tu es en avance. Tu as dit 17h. Je voulais dire arriver à 17h pour commencer à travailler. L'installation était à 16h. Elle m'a tendu un tablier noir. Le vestiaire est par ses portes. Jane te montrera quoi faire. Maman, je dois te parler de ce soir. Pas maintenant. Je suis occupé. Fais juste ton travail et essaie de ne pas attirer l'attention. Des gens très importants viennent. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant le tablier, je l'ai regardé, j'ai regardé la salle de bal où le gouverneur Martinez annoncerait mon programme dans 3 heures. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé au vestiaire, j'ai mis le tablier, et j'ai décidé de voir comment cela se déroulerait. Jane était une gentille dame âgée qui travaillait en fait pour l'hôtel. « Vous êtes amis » a-t-elle demandé. « Votre mère a dit que vous viendriez aider. » C'est moi. « Avez-vous déjà travaillé au vestiaire » C'est la première fois. Elle m'a montré le système, des cintres avec des tickets, des rangées organisées. Un travail simple. Les invités ont commencé à arriver à 18h. J'ai pris les manteaux, souri poliment, et écouté les conversations. Suzanne Chin s'est surpassée cette année. Avez-vous vu les centres de table? Magnifique. J'ai entendu dire que le gouverneur venait. Suzanne doit avoir des relations incroyables. Michel est arrivé à 18h30 avec son mari, Doug. Elle m'a vu derrière le comptoir et a eu un temps d'arrêt. Ami, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'occupe des manteaux. Maman te fait travailler au gala? Apparemment, je suis doué pour ce genre de travail. Doug m'a tendu son manteau, l'air mal à l'aise. C'est gentil de ta part d'aider. Michel s'est penché. Ça va? C'est un peu embarrassant. Pour qui? Pour toi. Tout le monde peut te voir travailler comme le personnel. Je suis le personnel ce soir. Ordre de maman. Elle a semblé vouloir dire autre chose, mais s'est contentée de « eh bien », essaie de rester discrète. Il y a des gens importants. Ils sont partis. D'autres invités sont arrivés. Des femmes de la haute société en robe de créateur. Leurs maris en smoking sur mesure. Tous désireux d'être vus. J'ai reconnu plusieurs visages, un PDG du secteur de la tech dont l'entreprise a fait don de 10 millions d'euros à ma fondation, un sénateur d'État qui a coparrainé des projets de loi sur l'éducation que j'ai rédigés, un président d'université qui siège à mon conseil consultatif. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Pas avec un tablier noir, derrière un comptoir de vestiaire. À 19h15, maman est apparue. Comment ça va? Bien. Parfait. Reste ici pendant le dîner.
Quelqu'un doit surveiller les manteaux. Je demanderai au personnel de t'apporter une assiette. Maman. Ami, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Fais juste ce que je t'ai demandé. Elle m'a regardé d'un œil critique. Et tu devrais peut-être arranger tes cheveux. Tu as l'air négligé. Mes cheveux étaient en un chignon professionnel, la même coiffure que je portais pour mes réunions avec le gouverneur, le secrétaire à l'éducation des États-Unis, et le conseil d'administration de ma fondation de 2,1 milliards d'euros. Mais pour ma mère, c'était négligé. Elle est partie. Je suis resté. À 19h30, j'ai entendu le maître de cérémonie souhaiter la bienvenue à tout le monde pour le dîner. À 20h, j'ai entendu les discours commencer. À 20h15, Jane est revenue. Tu devrais prendre une pause. Je peux surveiller. C'est bon. Je vais bien. Ma chérie, tu n'es pas obligée de faire ça. Tu n'es clairement pas du personnel ordinaire. Je peux le voir. Comment? Ta façon de te tenir, ta façon de parler. Tu es éduqué. Probablement plus que la plupart des gens dans cette salle. Elle a souri gentiment. Alors pourquoi es-tu ici à t'occuper des manteaux? Parce que ma mère me l'a demandé. Et tu fais toujours ce que ta mère demande. Ce soir, oui. Elle m'a tapoté la main. La famille, c'est compliqué. Vous n'avez pas idée. À 20h30, j'ai entendu le gouverneur Martinez commencer son discours. Sa voix portait à travers les portes de la salle de bal, chaleureuse, autoritaire, sincère. Merci à tous d'être ici ce soir. L'éducation est le fondement de l'opportunité, et des événements comme celui-ci montrent ce que notre communauté peut accomplir lorsque nous nous unissons. Applaudissements. Ce soir, je veux parler d'un programme qui va changer des vies, l'initiative pour l'alphabétisation en Californie. À partir de cet automne, nous fournirons des livres, du tutorat, et des ressources à 200 000 enfants défavorisés à travers notre État. Plus d'applaudissements. Ce programme représente un investissement de 500 millions d'euros, la moitié provenant de fonds publics, l'autre moitié d'un partenariat privé. Et je dois saluer la personne qui a rendu cela possible. Je me suis redressé, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer. La directrice Amit Chin dirige la Fondation pour l'excellence de l'éducation en Californie, la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation dans notre État. Sa fondation gère 2,1 milliards d'euros de programmes et de services. Elle a conçu cette initiative d'alphabétisation de A à Z, 6 mois de recherche, des centaines d'heures de planification, et aujourd'hui, cela devient une réalité. Les applaudissements étaient plus forts maintenant. Ami, où es-tu? Lève-toi pour que tout le monde puisse voir qui transforme l'éducation en Californie. Je suis resté figé dans le vestiaire. La salle de bal est devenue silencieuse. Je pouvais les imaginer, regardant autour, cherchant. La voix de maman, paniquée, elle n'est pas là. Elle n'a pas pu venir. Gouverneur Martinez, c'est étrange. Son bureau a confirmé sa présence. Est-elle ici, Suzanne? Pause. Puis la voix de maman, tendue, elle est au vestiaire. Silence. Le genre de silence qui précède les tremblements de terre. Gouverneur Martinez, je suis désolé, elle est à quoi? Au vestiaire. Elle s'est portée volontaire pour travailler au vestiaire. J'ai entendu ses pas se diriger vers le vestiaire. Jane m'a regardé avec de grands yeux. Ma chérie, je crois que tu dois y aller. Un instant plus tard, les portes se sont ouvertes. Le gouverneur Martinez se tenait là, dans son smoking, l'air confus. Puis il m'a vu. Son visage est passé de la confusion, au choc, puis à une fureur absolue. Ami, qu'est-ce que tu fais ici derrière? Je m'occupe des manteaux, gouverneur. J'étais en tablier, derrière un comptoir. Il a regardé Jane. C'est une blague? Aucune blague, ai-je dit. Ma mère m'a demandé d'aider au vestiaire, alors j'aide au vestiaire. Il m'a fixé, puis le tablier, puis de nouveau moi. Enlève ça. Tout de suite. Gouverneur. Ami, tu diriges une fondation de 2,1 milliards d'euros. Tu as conçu le programme que je viens d'annoncer. Tu as été nommé l'une des leaders les plus influentes de l'éducation en Amérique, et tu t'occupes des manteaux. Ma mère pensait. Je me fiche de ce que pensait ta mère. Enlève ce tablier et viens avec moi. J'ai détaché le tablier,
l'ai tendu à Jane, qui avait l'air de regarder un film. Le gouverneur Martinez m'a offert son bras. Allons te présenter comme il se doit. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de bal. La salle était comble. 400 personnes en tenue de soirée, toutes se tournant pour nous regarder. Le gouverneur Martinez m'a conduite jusqu'à la scène. Il n'a pas lâché mon bras, et semblait sincèrement en colère. Mesdames et messieurs, je dois aborder un point. Quand j'ai demandé à la directrice Chin de se lever, on m'a dit qu'elle aidait au vestiaire. Il a marqué une pause pour les faits. Laissez-moi être très clair. Amy Chin n'est pas du personnel. Elle n'est pas une bénévole. Elle est la directrice de la Fondation pour l'excellence de l'éducation en Californie. Elle gère plus d'argent que la plupart des entreprises. Elle a un impact sur plus de vies que la plupart des élus. Et elle ne devrait jamais, au grand jamais, s'occuper des manteaux lors d'un événement célébrant le travail qu'elle a accompli. Le silence était absolu. Maman était à 3 tables de la scène. Son visage était passé du rose, au blanc, puis au gris. La coupe de champagne dans sa main tremblait. Le gouverneur Martinez a continué, « Ami, aimerais-tu dire quelques mots sur l'initiative d'alphabétisation ?» Je me suis approché du micro, j'ai regardé la foule, et j'ai repéré le magnate qui avait fait un don à ma fondation, le sénateur qui avait coparrainé mes projets de loi, le président d'université de mon conseil consultatif. Tous me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. « Merci, gouverneur Martinez », ai-je dit, ma voix stable. Professionnelle. La même voix que j'utilisais dans les salles de conseil et les auditions au Congrès. L'initiative pour l'alphabétisation en Californie représente 2 ans de recherche et 6 mois de planification intensive. Mon équipe à la Fondation pour l'excellence de l'éducation a étudié les taux d'alphabétisation dans 500 districts. Nous avons identifié les obstacles à la réussite en lecture. Nous avons conçu une intervention qui fournit non seulement des livres, mais aussi des tuteurs formés, des programmes d'engagement parental, et une évaluation continue. J'ai fait défiler des diapositives sur l'écran derrière moi, des données, des graphiques, des projections d'impact. La première année, nous prévoyons de servir 50 000 enfants. D'ici la 3e année, 200 000. Notre objectif est simple, que chaque enfant en Californie lise au niveau de sa classe d'ici la 3e année, car l'alphabétisation est la porte d'entrée vers toutes les autres opportunités. J'ai parlé pendant 10 minutes, détaillé la structure du programme, et répondu aux questions du public. Le PDG a levé la main. Directrice Chin, je finance votre travail depuis 3 ans. Je n'avais aucune idée que vous étiez ici ce soir. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Je m'occupais des manteaux, ai-je simplement répondu. Des rires gênés ont parcouru la salle. Le président de l'université s'est levé. Ami, je siège à votre conseil consultatif depuis 2 ans. Vous avez été cité dans toutes les grandes publications sur l'éducation. Comment ne savions-nous pas que vous étiez la fille de Suzanne Chin? Ma mère et moi ne discutons pas souvent de mon travail. Maman a émis un petit son, presque un gémissement. Le gouverneur Martinez a repris le micro. Je pense que nous avons appris quelque chose d'important ce soir. Le succès ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons, et nous ne devrions jamais faire de suppositions sur les gens en fonction de l'endroit où nous les trouvons. Il a regardé directement ma mère. Suzanne, peut-être devrions-nous parler après le gala. Ce n'était pas une suggestion. La coupe de champagne de maman a glissé de ses doigts, a heurté la table, et s'est brisée. Du verre et du champagne partout. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Michel s'est levé pour aider. Maman est restée assise là, me fixant sur scène. Après le discours, j'étais entouré. Le PDG de la Tech voulait discuter de l'élargissement de notre partenariat. Le sénateur m'a interrogé sur des projets de loi sur l'éducation en attente à l'Assemblée législative. Une douzaine de directeurs de fondations voulaient des réunions. J'ai souri, faisant semblant que c'était un vendredi soir normal, au lieu de la destruction complète de l'image soigneusement construite de ma mère. Michel est apparu à mon coude. Ami, on peut parler? Je suis un peu occupé. S'il te plaît, juste 5 minutes. Nous nous sommes écartés dans un couloir tranquille. Michel avait l'air secoué. Je n'avais aucune idée de ta fondation, du gouverneur, de tout ça. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu n'as jamais demandé de détails. Tu as dit que tu travaillais dans l'éducation. Je pensais que tu voulais dire comme enseignante ou administratrice.
Je dirige la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation en Californie. Je l'ai mentionné à chaque dîner de famille depuis 8 ans. Mais tu n'as jamais dit que ça valait des milliards. Tu n'as jamais dit que tu connaissais le gouverneur. Tu as fait en sorte que ça paraisse petit. Je n'ai rien fait paraître. Je t'ai dit ce que je faisais. Tu as supposé que ce n'était pas important, parce que maman t'a dit que ce n'était pas important. Les yeux de Michel se sont remplis de larmes. Elle t'a fait occuper des manteaux à ton propre gala, pour ton propre programme. Elle ne savait pas que c'était mon programme. Elle ne s'intéresse pas à mon travail. Comment pouvait-elle ne pas savoir? Comment pouvions-nous ne pas savoir? J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour être reconnu, qui avait été célébré pour le simple fait d'exister de la manière approuvée par nos parents. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit doucement. Aucun de vous n'a jamais demandé ce que je faisais vraiment. Vous avez juste supposé que, parce que je ne suis pas marié, que je n'ai pas d'enfant, et que je travaille dans le secteur non lucratif, je devais forcément ne pas avoir réussi. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais. Je veux savoir maintenant. Pourquoi? Parce que le gouverneur m'a validé. Parce que des gens importants m'ont reconnu? Est-ce que ça t'importerait si j'étais encore dans ce vestiaire? Ce n'est pas. Michel, je t'aime, mais tu as passé toute notre vie à être la fille qu'il voulait, pendant que j'étais la fille qu'il tolérait. Ce soir ne change rien à ça. Ça l'a juste rendu visible. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Maman m'a trouvé près du bar. Son maquillage était coulé, ses mains tremblaient. Il faut qu'on parle. Vraiment? Ami, s'il te plaît. Pas ici. Tu m'as fait m'occuper des manteaux ici, devant 400 personnes. Je pense que ici est exactement le bon endroit. Sa voix est tombée à un murmure désespéré. Je ne savais pas pour ta fondation. Pour le gouverneur. Tu ne me l'as jamais dit. Je te l'ai dit il y a 8 ans, quand j'ai créé la fondation. Je te l'ai dit chaque année quand notre rapport annuel est sorti. Je te l'ai dit quand Forbes m'a nommé dans leur liste des 30 de moins de 30 ans. Je te l'ai dit quand nous avons atteint notre premier milliard d'actifs gérés, j'ai gardé une voix égale, professionnelle. Tu as dit et c'est bien et tu as changé de sujet pour parler des enfants de Michel. Tu aurais pu insister pour que je prête attention. Je suis ta fille. Je ne devrais pas avoir à insister pour que tu t'intéresses à ma vie. Mais je m'y intéresse. Tu m'as fait m'occuper des manteaux, maman, à un gala célébrant mon travail, mon programme, ma réussite. Et tu m'as mis un tablier en me disant de ne pas te mettre dans l'embarras. Son visage s'est décomposé. Je pensais que tu aidais juste. Je ne savais pas, tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. En 8 ans, tu n'as jamais demandé une seule fois des détails sur mon travail. Tu n'as jamais visité mon bureau. Tu n'as jamais assisté à un événement de la fondation. Tu n'as jamais lu un article sur ce que nous faisons. Tu es si discrète sur tout. Je suis discrète parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de partager, tu m'as comparée à Michel et tu m'as trouvée insuffisante. Alors, j'ai arrêté de partager. Papa est apparu. Il observait de l'autre côté de la salle. Ami, ta mère a fait une erreur. Ne l'embarrasse pas davantage. L'embarrasser? Papa, elle m'a fait m'occuper des manteaux pendant que le gouverneur faisait l'éloge de mon travail. Elle m'a présenté aux gens comme mon autre fille, alors que je dirige une organisation de 2,1 milliards d'euros. Elle m'a dit de ne pas attirer l'attention sur moi lors d'un événement honorant mes réalisations. Tu aurais pu t'exprimer. Je me suis exprimé, pendant 8 ans, et vous m'avez ignoré. Tous les deux. J'ai pris une inspiration, me suis ressaisi. Mais ce soir, 400 personnes ont appris exactement qui je suis. Pas qui vous vouliez que je sois qui je suis réellement. Maman pleurait maintenant, de gros sanglots. Les gens regardaient, chuchotaient. Je dois partir, ai-je dit. Ami, attends. Non. J'en ai fini d'attendre. J'ai attendu 8 ans que vous me voyiez, que vous m'appréciez, que vous soyez fiers de moi. Je les ai regardés tous les deux. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers.
J'ai une fondation qui sert 3000 écoles. J'ai une équipe de 200 personnes qui respectent mon leadership. J'ai un gouverneur qui m'appelle pour des conseils. C'est suffisant. Je suis parti, les laissant planter là, j'ai quitté le gala, j'ai quitté la famille qui ne m'avait jamais vu comme autre chose que l'autre fille. L'histoire a fait la une des pages mondaines le dimanche matin, la directrice de l'éducation au vestiaire de son propre gala, un drame familial se déroule. L'article était brutal. Il détaillait la soirée, citait des témoins, et incluait une photo de moi en tablier à côté d'une photo de moi sur scène avec le gouverneur Martinez. Le contraste était dévastateur. Le lundi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les médias voulaient des interviews. Les revues d'éducation voulaient des déclarations. Le conseil d'administration de la fondation voulait comprendre ce qui s'était passé. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. J'ai plutôt convoqué une réunion du personnel. Certains d'entre vous ont peut-être vu la couverture médiatique du gala de vendredi, ai-je dit à mon équipe. Je veux que vous entendiez la vérité de ma bouche. Ma famille ne savait pas ce que je fais. Ils m'ont demandé de travailler au vestiaire lors d'un événement célébrant notre initiative d'alphabétisation. Le gouverneur m'a reconnu et a corrigé la situation. Ma directrice adjointe, Sarah, a levé la main. Vous allez bien? Honnêtement, je suis soulagé. J'ai caché qui je suis à ma famille parce qu'ils ont clairement montré qu'ils n'étaient pas intéressés. Maintenant, tout le monde sait. La dissimulation est terminée. De quoi avez-vous besoin de notre part, a demandé Marcus, mon directeur de la communication. De rien. Continuez à faire le travail incroyable que vous faites. C'est une affaire personnelle. Cela ne rejaillit pas sur la fondation. Chef, a dit doucement Sarah. Si, un peu. Vous êtes le visage de cette organisation. Si les gens pensent que votre famille ne vous respecte pas, alors les gens verront la vérité. L'opinion de ma famille ne définit pas ma valeur. C'est notre travail qui le fait. L'équipe a applaudi. Après la réunion, le gouverneur Martinez a appelé. Amis, je vous dois des excuses. Pourquoi? Pour vous avoir mise sur le devant de la scène vendredi soir. J'étais en colère quand je vous ai vu dans ce vestiaire. J'aurais dû gérer ça plus discrètement. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Ma mère avait besoin de voir publiquement ce qu'elle refusait de voir en privé. Elle a appelé mon bureau 3 fois. Elle veut que je publie une déclaration disant que c'était un malentendu. Était-ce un malentendu? Non. Elle a admis qu'elle vous avait demandé de vous occuper des manteaux. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas à quel point vous aviez réussi. Dites-lui qu'il n'y aura pas de déclaration. La vérité est la vérité. Il est resté silencieux un moment. Vous savez, j'ai travaillé avec des centaines de directeurs d'organisations à but non lucratif. La plupart d'entre eux sont désespérés d'être reconnus, d'obtenir du crédit. Vous êtes le contraire. Vous faites le travail sans vous soucier de qui le sait. Je m'en soucie. C'est juste que je n'ai pas besoin de la validation de gens qui ne m'apprécient pas, mes parents, ma sœur, quiconque juge le succès par des mesures conventionnelles au lieu de l'impact réel. Eh bien, pour ce que ça vaut, vous avez mon respect et mon soutien. Quoi que vous ayez besoin pour la fondation. Merci, gouverneur. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, j'ai regardé le mur de récompenses, les photos avec des dignitaires et des donateurs, les articles encadrés sur nos programmes. Rien de tout cela n'avait d'importance pour ma famille, jusqu'à ce que cela les mette dans l'embarras. Et d'une certaine manière, c'était libérateur. Michel est venu à mon bureau mardi après-midi. La sécurité a appelé. Directrice Chin, vous avez une visiteuse. Michel Chin, elle dit être votre sœur. Faites-la monter. Michel avait l'air nerveuse, déplacée dans sa tenue de mère de banlieue au milieu de mon personnel en tenue de bureau. C'est impressionnant, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Ton bureau, ton personnel, tout. Merci. On peut parler? Nous sommes allés dans mon bureau privé. Je ne lui ai pas offert de siège, ni de café, j'ai juste attendu. J'ai lu sur ton travail, a-t-elle dit, tout le week-end. Les articles, les récompenses, les programmes que tu as créés. D'accord. Ami, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vraiment rien dit. Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas écouté. Mais tu aurais pu nous forcer à écouter, nous montrer des articles, nous amener à des événements.
Michel, je t'ai envoyé nos rapports annuels chaque année. Les as-tu lus? Silence. Je t'ai invité à notre gala du 5e anniversaire. Tu as dit que tu avais une réunion de parents d'élèves. Je ne m'en souviens pas. Moi si, parce que c'était la dernière fois que je t'ai invité à quoi que ce soit. Elle s'est assise sans y être invitée. Maman est anéantie. Bien. Ami. Michel, maman m'a fait m'occuper des manteaux à mon propre gala, pendant que le gouverneur faisait l'éloge de mon travail. Elle m'a dit de ne pas la mettre dans l'embarras devant des gens importants qui étaient là grâce à moi. À quelle réaction t'attends-tu? Elle ne savait pas parce qu'elle n'a pas demandé, pendant 8 ans. Ni toi. Ni papa. J'ai pris une inspiration. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Fini de quoi? Fini d'essayer d'être quelqu'un que vous appréciez. Fini de me faire petite pour que vous soyez à l'aise. Fini de prétendre que votre approbation compte. Les yeux de Michel se sont remplis de larmes. Nous sommes une famille. Non, nous sommes parents. Une famille est présente. Une famille fait attention. Une famille célèbre tes succès au lieu de les ignorer jusqu'à ce que cela les mette dans l'embarras. Je veux arranger ça. Pourquoi? Parce que tu es gêné. Parce que tes amis ont vu l'article? Ou parce que tu t'en soucies vraiment? Elle n'a pas répondu. Ne pouvait pas répondre. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Michel, je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi. J'ai une équipe de 200 personnes qui respectent mon travail. J'ai des partenaires qui apprécient mon expertise. J'ai un impact qui compte. C'est suffisant. Et maman et papa? Qu'en est-il d'eux? Ils veulent s'excuser. Trop tard. Ami. Michel, rentre chez toi. Occupe-toi de tes enfants. Vis ta vie. Mais ne viens pas ici en t'attendant à ce que je vous absolve, toi ou eux. Je ne suis pas en colère. Je suis juste indifférente. Et c'est pire. Elle est partie en pleurant. Je suis retourné au travail. Papa a envoyé un email mercredi. Sujet, il faut qu'on parle. Je l'ai supprimé. Maman a envoyé des fleurs jeudi. Des lys et des roses. La carte disait, je suis tellement désolé. S'il te plaît, appelle. Je les ai envoyés à un hôpital pour enfants, avec un mot de la Fondation pour l'excellence de l'éducation en Californie. Vendredi, ils se sont présentés à mon bureau. La sécurité a appelé. Vos parents sont là. Ils n'ont pas de rendez-vous. Dites-leur que je ne suis pas disponible. Ils insistent, c'est important. J'ai soupiré, je suis allé à l'accueil. Ils avaient l'air petits, diminués. Papa en tenue décontractée du week-end, maman sans son armure habituelle de tenue de créateur et de maquillage parfait. Il faut qu'on parle, a dit papa. Je suis occupé. Ami, s'il te plaît, la voix de maman s'est brisée. Tout le monde parle de nous, de ce qu'on a fait. Nos amis, les femmes de la société. Tout le monde sait. Oui. Tout le monde sait que vous avez fait travailler votre fille au vestiaire de son propre gala. Quelle honte pour vous. Il ne s'agit pas de honte. Si, maman. Il s'est toujours agi de honte. Je te mets dans l'embarras en étant célibataire, en travaillant dans le secteur non lucratif, en ne te donnant pas de petits-enfants, en réussissant d'une manière que tu ne comprends pas. J'ai gardé une voix égale, professionnelle. Mais voilà le truc. Ta honte n'est plus mon problème. Papa s'est avancé. Nous sommes tes parents. Nous méritons le respect. Vous êtes les gens qui m'ont élevé. Le respect se mérite. Et vous avez passé 36 ans à me montrer exactement le peu de respect que vous avez pour mes choix, ma carrière, ma vie. Nous sommes venus nous excuser, a dit maman. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux que vous partiez. Ami. Partez. Maintenant. Ou je demanderai à la sécurité de vous escorter. Ils sont partis. Je suis retourné à mon bureau, à mon travail, à la vie que j'avais construite sans eux. 6 mois après le gala, l'initiative d'alphabétisation a été lancée. 50 000 enfants dès le premier semestre. Des livres livrés, des tuteurs formés, des programmes en cours. Le gouverneur Martinez a assisté à l'événement de lancement dans une école primaire du sud de Los Angeles.
Ce programme représente le meilleur du partenariat public-privé, a-t-il déclaré aux médias rassemblés. La directrice Chin et sa fondation ont transformé un investissement de 500 millions d'euros en impact réel, en changement réel, en opportunité réelle pour les enfants qui le méritent. J'ai regardé des élèves de 3e année lire des livres que nous avions fournis, j'ai vu leur visage s'illuminer quand ils réussissaient. C'est ça qui comptait, pas l'approbation de ma mère, pas la reconnaissance de ma famille. Ça. Après l'événement, un journaliste s'est approché. Directrice Chin, l'histoire de votre famille il y a 6 mois a suscité de l'intérêt. Voudriez-vous commenter? Non. Juste une brève déclaration? Ma famille est privée. Mon travail est public. Je ne discute que du travail. L'article a été publié quand même, mais cette fois, il se concentrait sur le programme, l'impact, les enfants. Ma famille n'était qu'une note de bas de page, comme il se doit. 1 an après le gala, Michel a envoyé un faire-part de naissance. Son 3e enfant, une fille nommée Sophia. La carte incluait un mot, « Nous aimerions que tu fasses partie de sa vie. » Elle devrait connaître sa tante. J'ai envoyé un cadeau. Un bon d'épargne pour ses études d'une valeur de 10 000 euros. Je n'ai pas assisté à la fête prénatale. Je n'ai pas visité l'hôpital. Je n'ai pas répondu à l'invitation de discuter. Maman a envoyé une carte de Noël. Une photo de la famille de Michel au recto. Aucune mention de moi à l'intérieur. Je l'ai renvoyée avec un mot, « Tu as une fille. Assure-toi qu'elle sache qu'elle est appréciée. » Papa a appelé pour mon anniversaire. J'ai laissé sonner. Son message, « Ami, c'est papa. Joyeux anniversaire. Tu nous manques. Ta mère veut parler. Rappelle-nous. » Je l'ai supprimé. 2 ans après le gala, la fondation a atteint 3 milliards d'euros de programmes gérés. Forbes m'a nommé l'une des femmes les plus puissantes du leadership à but non lucratif. L'article détaillait mon travail, mon impact, ma vision de la réforme de l'éducation. Il mentionnait ma famille une fois, Chin préfère garder sa vie personnelle privée, se concentrant plutôt sur le travail qui a transformé le paysage éducatif de la Californie. Parfait. 3 ans après le gala qui a tout changé, j'ai témoigné devant le Congrès sur le financement de l'éducation. Mon témoignage a été diffusé sur CESPAN. Le New York Times a cité mes recommandations. Le secrétaire à l'éducation a appelé par la suite pour discuter de la mise en œuvre. Je dînais avec mon équipe quand mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu, c'est Michel. Je t'ai vu sur CESPAN. Je suis fier de toi. Je l'ai fixé un long moment. Sarah a remarqué. Tout va bien? Juste des histoires de famille. La famille qui ne t'a pas reconnu? La même. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai supprimé le texto. J'ai rangé mon téléphone. Rien. Je ne veux rien faire, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être fiers maintenant. Ils n'ont pas mérité ce droit. C'est froid. C'est honnête. Marcus a levé son verre. À la directrice Chin, qui a bâti un empire sans le soutien de sa famille, ce qui le rend encore plus impressionnant. À Ami, a répété l'équipe. Nous avons trinqué, ri, et célébré un autre trimestre réussi, un autre lancement de programme, une autre année d'impact. Plus tard, Sarah m'a prise à part. Tu le regrettes parfois? De les avoir coupés de ta vie. Non, parce que j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer les gens à nous voir. On ne peut pas les forcer à nous apprécier. On peut seulement se construire une vie où leur opinion n'a pas d'importance. Et tu l'as fait. Je l'ai fait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, dans ma maison de Pasadena. 3 chambres, un bureau avec vue. Des bibliothèques pleines de recherches sur l'éducation et d'analyse politique. Pas de photos de ma famille, juste des photos avec mon équipe, avec le gouverneur Martinez, avec les enseignants et les élèves dont nos programmes ont touché la vie. C'était ça, ma famille. Les gens qui m'avaient choisi, qui m'appréciaient, qui étaient présents. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de Michel. On peut parler, s'il te plaît? J'ai bloqué le numéro, me suis versé un verre de vin, me suis assise sur mon balcon surplombant la ville, et n'ai ressenti absolument rien pour la famille qui avait passé des années à me rendre invisible. Parce que la vérité était simple. Ils avaient eu leur chance. Des milliers de chances, 36 ans de chance,
et ils avaient constamment choisi de me voir comme moins que ce que j'étais. Alors, je m'étais construit une vie où leur vision n'avait pas d'importance, où mon travail parlait plus fort que leur dédain, où mon impact éclipsait leur indifférence. J'étais la directrice Amy Chin, chef d'une fondation de 3 milliards d'euros, conseillère de gouverneur et de secrétaire, voix de l'équité en éducation, actrice du changement pour des centaines de milliers d'enfants. Et si ma mère voulait se souvenir de moi comme de la fille qui s'occupait des manteaux, qu'elle le fasse. Le reste du monde connaissait la vérité, et le reste du monde était tout ce qui comptait. Maintenant, 5 ans après le gala, j'ai reçu une récompense du président des États-Unis, la médaille nationale pour l'excellence en éducation, décernée aux civils qui apportent des contributions extraordinaires à l'éducation américaine. J'avais 39 ans. La cérémonie a eu lieu à la Maison-Blanche. J'ai emmené mon équipe, mon conseil d'administration, le gouverneur Martinez, Sarah, Marcus, Jennifer, les gens qui avaient bâti la fondation avec moi. Michel a envoyé un message via LinkedIn. Félicitations. Nous aimerions assister à la cérémonie. Je n'ai pas répondu. Maman a envoyé une lettre à mon bureau. J'ai suivi ta carrière. Je suis si fier. Pouvons-nous nous réconcilier? Je l'ai classé. Je n'ai pas répondu. À la Maison-Blanche, le président m'a passé la médaille autour du cou. La directrice Chin a transformé l'éducation en Amérique, a-t-elle dit. Sa fondation sert plus d'1 million d'élèves par an. Ses programmes ont été reproduits dans 43 États. Sa vision de l'équité en éducation redéfinit notre façon de penser l'opportunité. Elle représente le meilleur de l'innovation et de la compassion américaine. La salle a applaudi, les appareils photo ont flashé. J'ai serré la main du président. Et quelque part en Californie, ma mère regardait probablement. Voyant enfin ce que j'avais bâti. Comprenant enfin ce qu'elle avait manqué. Trop tard. Toujours trop tard. Après la cérémonie, le gouverneur Martinez m'a trouvé. Votre famille a contacté mon bureau. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider à renouer avec vous. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que vous êtes une adulte qui prend ses propres décisions, et que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Merci. Il m'a étudié. Le regrettez-vous parfois? La rupture totale. Non, parce qu'ils ont eu toutes les occasions de faire partie de ce voyage. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne suis pas obligé de les laisser célébrer la destination après qu'ils se soient moqués du chemin, c'est juste, a-t-il souri. Pour ce que ça vaut, vous avez construit quelque chose d'extraordinaire, avec ou sans eux. C'est bien là le but, n'est-ce pas? Ça a toujours été sans eux. Ils ne s'en sont juste pas rendus compte avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, mon équipe a célébré dans un restaurant près de la Maison-Blanche. Nous avons trinqué, raconté des histoires, planifié les 5 prochaines années de programme. Sarah a levé son verre une dernière fois. À la directrice Chin, qui a prouvé que la famille, ce sont ceux qui sont présents, pas ceux qui partagent votre sang. À Amy, a répété tout le monde. J'ai regardé autour de la table les visages des gens qui avaient bâti cela avec moi, qui m'appréciaient, qui étaient là chaque jour pour changer des vies. C'était ça, ma famille. C'était tout. Et la famille qui m'avait fait m'occuper des manteaux à mon propre gala il y a 5 ans? C'était des étrangers maintenant. Des étrangers qui avaient manqué tout ce qui comptait. Des étrangers qui passeraient le reste de leur vie à expliquer aux gens pourquoi ils n'étaient pas à la cérémonie de la Maison-Blanche. Pourquoi ils n'étaient pas sur les photos. Pourquoi la directrice Amy Chin, récipiendaire de la médaille présidentielle, ne les mentionnait jamais dans les interviews. Et moi? Je ne pensais plus du tout à eux. Car l'indifférence, avais-je appris, était l'inversion de pouvoir ultime. Pas la colère, pas la vengeance, pas même le pardon. Juste l'absence complète et totale de préoccupation pour leur opinion. Ils m'avaient rendu invisible pendant 36 ans, alors je les avais rendus insignifiants pour toujours.